Bonjour à tous et bienvenue sur LCP. Ici à l'Assemblée nationale, il y a des commissions d'enquête, dont une qui travaille sur les violences sexuelles et sexistes dans les milieux artistiques. Les députés ont notamment auditionné des actrices, Nina Meurice et Anna Mouglalis. Elles ont partagé leurs expériences. Je vous propose d'écouter le témoignage poignant de Nina Meurice. Moi, j'ai écrit un petit texte que ça me rassurait. J'espère que ce ne sera pas trop long. Mesdames et messieurs, je tenais à vous remercier sincèrement pour cette invitation. Je me réveille seulement d'un long sommeil, mais aujourd'hui, je peux raconter. C'est grâce à toutes celles qui ont osé, Adèle Haenel, Judith Godrèche et tant d'autres, que je me réveille, que je me rends compte. Je commence à raconter ce qui, pour moi, faisait partie du jeu, faisait partie des règles du métier que j'aime tant, le prix à payer. Et quand je raconte, souvent avec dérision ce qui se passe, je vois aujourd'hui la sidération dans le regard de mes interlocuteurs. Et plus ces regards se répètent, plus je prends conscience. J'ai été récemment à une formation Pôle emploi sur les préventions des VHSS et je cochais toutes les cases. Des dommages subis, gradués de 1 à 5, aux séquelles. Le formateur nous explique ce qui, dans une entreprise normale, doit se passer en cas d'agression. Et après plusieurs questions sur les réponses concrètes à apporter, nous sommes plusieurs à partir, parce qu'une fois de plus, on constate, ce qui a poussé toutes les personnes comme moi à venir, mais aucune réponse n'est apportée. On nous entend, mais encore une fois, c'est comme ça. Alors je vais vous raconter. Je vais vous raconter quelques-uns des faits qui sont arrivés, les plus marquants, mais il y en a tant d'autres, de mon premier tournage il y a 27 ans à cette année. Je ne suis pas là pour condamner, je voudrais juste que l'on se rende compte de la violence, que ceux qui l'ont fait se rendent compte et se remettent en question, et ceux qui n'ont rien dit à ces moments-là aussi. Parce que pour moi, ce métier est sacré. C'est pas un métier comme les autres. L'affectif est au centre, notre sensibilité est le terreau, et c'est bien pour cela qu'il doit être regardé par ce prisme. Parce qu'il faut préserver cette magie-là qui, utilisée avec bienveillance, est un terrain de jeu et d'épanouissement éblouissant. Parce que c'est un endroit où le collectif est possible, où la magie fait briller le soleil même quand il n'y en a pas. Dans ces moments-là, c'est tellement beau, ça a du sens. Et aujourd'hui, plus encore, là où le collectif est mis à mal, c'est un endroit à préserver. Et voir ce qui entache, éclabousse notre métier et nos corps de leur violence écrasante, me brûle. Alors, je vais vous raconter. J'avais 10 ans quand j'ai tourné pour la première fois, ça m'est tombé dessus. Et dans ce film, il y a une scène de viol. Je demande qui va jouer cet homme et on me dit que la réalisatrice ne veut pas que je le rencontre avant. Je comprends pas pourquoi, mais apparemment, ce sera mieux pour la scène. On m'explique que je dois marcher, qu'il me collera contre l'arbre. Ça va être très simple. Silence, moteur, ça tourne. Je vois arriver en courant un jeune acteur qui me saute dessus, qui me prend la poitrine et essaie de me soulever la robe. On refera cette scène plusieurs fois. J'ai 10 ans, je n'ai même jamais embrassé un garçon. Je suis tétanisée. À la fin de la scène, la jeune fille qui s'occupe de nous depuis le début du tournage m'a même voir les poussins qui sont nés dans la ferme à côté pour me changer les idées. Et du haut de mes 10 ans, je sais déjà qu'il y a quelque chose qui cloche. Je me souviens, comme si c'était hier, me dire « Mais tu crois que tu vas me faire oublier ça avec des poussins ?» Et cet été, j'ai recroisé l'acteur que je n'avais pas vu depuis ce temps-là. Et la première chose dont on a parlé, c'était cette scène. Et lui et moi, nous étions encore sous le choc. Un peu plus tard dans ce tournage, une scène de flagellation. La scène se passe dans une mare la nuit, j'ai toujours 10 ans. Il fait nuit noire, on me donne des bâtons. On me dit de m'installer dans la mare et de me frapper le dos avec. Je le fais, sans grande force au début, ce qui agace la réalisatrice qui me crie dessus de le faire plus fort, plus fort, plus fort. Et au bout d'un temps qui m'a paru être une éternité, et plus ma rage contre elle monte, et plus je me frappe avec une violence inouïe. En fait, je la frappe elle. Et au bout d'un temps qui m'a paru être une éternité, l'équipe coupe la prise et dit « Si elle le refait encore une fois, on arrête là le tournage ». Alors la scène s'arrête, mais l'horreur est en moi, et je me dis qu'ils auraient dû arrêter ça plus tôt, mais tout de même, ils l'ont arrêté. Ça restera un non-sujet tout au long du tournage, il n'y aura pas d'excuses. C'était une scène comme les autres. Quelques années à peine majeure, je dois faire une scène de représentation sexuelle avec un homme de l'âge de mon père. Je connais bien le réalisateur, j'ai une grande confiance, on a toujours parlé de ces scènes ensemble, elles sont chorégraphiées, il y a un cadre. Malgré tout, le jour du tournage, cet acteur décide de ne pas mettre de peignoir entre les prises. Ça gêne ou ça agace l'équipe, je ne peux pas vraiment dire, mais en tout cas,
On ne l'oblige pas à le mettre. Je trouve ça déjà un peu étonnant. On règle la scène, on sait ce qu'on va faire. Donc il doit m'appeler dans la salle de bain, me dire de me mettre à genoux pour lui faire une fellation. Je dois hésiter et alors il doit me donner une baffe. On tourne la scène. Il se met à improviser. Il me met les mains sur les épaules. Il m'écrase au sol avec une grande force. Je me fais très mal aux genoux. Il enfonce son pouce dans ma bouche, j'ai la tête en arrière. Et de son autre main, il me donne plein de baffes et il me dit « T'aimes ça, salope ?» Alors je me mets à pleurer. Je suis tétanisée. Il me donne une violente baffe et je m'écrase au sol. Coupé. Le réalisateur et les techniciens trouvent cette scène bouleversante. Alors on la refera parce que ce sera beau pour le film. Et à la fin de cette scène, je me revois à la machine à café en larmes et un machiniste vient me voir et me dit « C'était très dur ce que tu viens de faire, je l'ai vu. » Eh bien heureusement qu'il y avait cette phrase. Mais encore une fois, sur le moment, pas d'excuses, pas de reconnaissance, pas de cadrage. Aujourd'hui, j'en ai parlé avec ce réalisateur et il m'a entendu. Il reconnaît, il s'excuse et je le crois. Mais pendant 20 ans, cette scène m'a marqué au fer rouge. Si je devais tout raconter, ce témoignage pourrait durer une journée entière, mais je terminerai par les violences morales, les phrases que vous entendez au débeauté, et jusqu'à il y a quelques mois sur un tournage. Pourtant, j'ai 38 ans, les violences, j'en ai subi, je ne veux plus en subir, je suis ferme. Mais malgré ça, encore aujourd'hui, il y a quelque chose ancré en moi qui m'empêche parfois de hurler « non ». Mais donc je vais juste vous citer quelques phrases. Celle d'une productrice à la fin de la projection des rushs qui vient me voir, je lui demande comment elle a trouvé ce qu'elle a vu. Elle me regarde, elle me montre mes jouets, elle me dit « ça prend beaucoup de place, mais ça va ». Et ces caméras, avec une autre actrice, on forme un duo. Et ce jour-là, on parle de mes costumes, on choisit les lumières, etc. Et j'entends le producteur et le showrunner dire de moi « Je pense qu'il faut la remonter, la petite. Il faut qu'elle soit plus sexy. Ça marche pas l'idée de la belle et la moche. » Donc la moche, c'est moi. Ensuite, un scénariste que j'appelle parce que j'ai des questions sur le scénario et je veux qu'il m'éclaire. Donc j'entame une phrase que je pourrais pas terminer parce qu'il me dit « Peut-être que t'as pas les outils intellectuels ou l'intelligence pour comprendre. Mais si j'avais voulu écrire un truc mauvais, j'aurais écrit « Plus belle la vie ». Et puis tel acteur, il a eu un Emmy Award en faisant ce que je lui ai dit. Donc si tu en veux un, fais-le. Voilà. Voilà un bout de mon histoire à moi. Des violences, il y en a eu quand j'étais mineure, majeure, et même aujourd'hui, en femme avertie. La violence, elle s'ancre en vous et elle vous ronge. Alors j'espère très sincèrement que nous trouverons des solutions pour arrêter cela, pour condamner, pour éduquer. Je sais que beaucoup de choses sont faites, mais quand je vois encore aujourd'hui qu'il est envisageable de projeter un film comme Dernier Tango à Paris à la Cinémathèque, où une scène réelle de viol est filmée, et que certains s'insurgent encore que l'on puisse questionner cette projection, alors je pense qu'il y a un grand travail à faire. Anna Mouglalis est une actrice engagée pour l'égalité entre les femmes et les hommes au cinéma. Elle raconte les violences qu'elle a subies pendant sa carrière. Je vous ai proposé, comme je vous ai dit tout à l'heure, de décortiquer un peu les différentes étapes qui sont toutes marquées par des possibilités de violence. Il y a des faits qui remontent à loin, en 97, et puis d'autres qui sont très récents. Je pense que si certaines choses ont changé, c'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer des femmes, des actrices, le militantisme, et que c'est ce qui m'a donné la force maintenant de refuser beaucoup de choses, beaucoup de violences. On parle de violence au travail quand on parle de violences sexistes et sexuelles ou de harcèlement dans le cinéma. Ce sont des violences faites au travail et c'est inadmissible parce que ça engage la responsabilité collective. Il y a toute une équipe, il y a des producteurs, il y a des agents et souvent quand il y a des situations de violence, tout le monde se défile. Et ça, je suis pas sûre que ça ait beaucoup changé. Donc je propose dans ce parcours de commencer par parler
par exemple des situations de casting, parce que c'est souvent là que ça commence pour une actrice. J'ai vécu des castings dans lesquels on a pu me demander de me glisser dans des tenues en latex qui venaient d'être enlevées par la fille qui était passée précédemment. En termes d'hygiène, ça marche pas. Et je ne vois pas ce que la tenue en latex va permettre de découvrir sur ma capacité à jouer en tant que comédienne. J'ai eu la même chose en arrivant avec des portants, avec uniquement des accessoires sortis de sex shop. J'ai eu droit, alors que j'avais 19 ans, à un acteur de 50 ans qui, pour un casting, a enfoncé sa tête dans mon bas-ventre en me tenant par les hanches. Voilà, et puis insister sur le fait qu'à l'étape du casting, très souvent, quand on est une jeune femme, on nous demande de venir, moi on me proposait de venir pour des rôles de femmes dites séduisantes, et il se trouve que généralement on décroche le rôle quand le réalisateur est séduit, mais nous on n'est pas venu pour le séduire, on est venu pour jouer, donc là il y a déjà un gros problème. Ensuite, en ce qui concerne le travail préparatoire, souvent on est sollicité par le scénariste ou le réalisateur. Dans les films d'auteur, c'est souvent la même personne. En 1997, pour mon premier film, je me suis retrouvée à être convoquée par la production pour me rendre au domicile de Gérard Miller pour travailler sur le scénario du film Terminal qui était réalisé par Francis Géraud. Je rencontre Gérard Miller qui me propose de me faire visiter son home cinéma. Il est à peu près 20h30 parce que je répétais la journée une pièce de théâtre, donc j'avais eu ce rendez-vous le soir. C'est normal d'avoir confiance quand on est envoyé par la production chez un scénariste, qu'on a envie de jouer dans un film. Tout ça devrait être très normal. Mais donc je me retrouve à ce domicile. Je refuse de voir le home cinéma parce que je vois pas tout ça à faire là-dedans. Et là, il me propose une séance d'hypnose que je refuse parce qu'encore une fois, je ne vois pas. Et puis je trouve le mec franchement pas sympathique. Mais il commence à se tendre et à devenir un petit peu agressif. Et à me dire alors qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire sur ce scénario. Je lui dis qu'on n'a qu'à rien faire du tout, que vu comme c'est parti c'est pas la peine, ce à quoi il me répond qu'il retirera donc les répliques de mon personnage pour les donner à d'autres actrices. Je lui dis tant mieux. Bon, mais ensuite il y a eu le tournage. Et il se trouve que donc on n'était que des jeunes femmes de 19 ans. C'est une histoire qui maintenant a été révélée au grand public. Il y a une enquête qui a été menée par Mediapart et aussi par le magazine Elle, dans laquelle j'avais pu témoigner. On est à 90 victimes de cet homme. À l'époque, je n'en ai pas parler au réalisateur ni au producteur, j'aurais dû. Mais comme... En fait, je suis partie, je me suis dit, c'est juste un connard, mais bon, voilà. Mais il se trouve qu'ensuite, pendant le tournage, donc, il y avait une classe, on avait toutes à peu près entre 18 et 20 ans. Il y a deux jeunes femmes qui assez... spontanément, parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles avaient vécu la même chose, on parlait devant nous ouvertement, elles ont vécu la même chose chez Gérard Miller, mais elles ont vécu la séance d'hypnose et elles ont vécu les agressions. C'était en 97, c'est sorti l'année dernière cette affaire. Bon, donc ça c'était sur le travail préparatoire au scénario. En ce qui concerne les tournages, alors je voulais parler à la fois de scènes de représentation de la sexualité. Vous avez parlé de la coordination d'intimité, ça n'existait pas. Je pense que ça peut être un outil extrêmement intéressant et donc je vais illustrer mes propos par des expériences. J'ai travaillé sur un film pendant lequel
donc je devais être nue au-dessus d'un homme. C'est très très souvent ces positions-là. C'est le corps de la femme qui est exposé, surexposé, qui cache celui de l'homme, qui est généralement à peu près 25 ans de plus que l'actrice. Donc sur cette scène, je devais me relever pour m'allonger sur l'homme, et je dis au metteur en scène mais non, je vais pas faire ça parce que la caméra va se retrouver littéralement sur mon sexe. On me dit non, ne t'inquiète pas, puisqu'à ce moment-là la caméra va monter sur ton dos et t'accompagner, donc il n'y aura pas de problème. Je tourne la scène, la confiance était déjà un peu limitée. Je vais vérifier à la vidéo le combo où la prise a été enregistrée. Je me rends compte qu'il y a, on voit même mes lèvres. C'est un plan par derrière. Donc je le signale à la script, je refuse ce plan. Je le signale à mon agent. J'exige que l'axe du lit soit changé. Il y a toute une équipe qui est témoin. Ce plan, non seulement est monté dans le film, mais a été dans la bande-annonce. Et il y est toujours. Forte de ces expériences, je me suis retrouvée sur un autre tournage où il y avait une scène à nouveau de représentation de la sexualité avec 3 caméras. Donc 3 caméras qui bougent en permanence à la faveur de ce que la personne qui dirige cette caméra à distance va filmer. Mais c'est pas découpé, c'est un peu au hasard. Je refuse d'être complètement nue. Donc je porte des sous-vêtements en disant c'est beaucoup plus simple, à chaque fois que vous voyez le sous-vêtement, vous coupez, puisqu'il cache la partie qu'il ne faut pas voir. Bon. Mais la tension monte, le réalisateur crie « mais soyez généreux !» L'acteur se met nu. Moi, je reste sur ma position. Et puis, bon, on me demande aussi de... Donc, c'est juste pour dire que c'est pas très propice au fait de jouer quoi que ce soit. Puis là, c'était un rôle de prostituée. On me demande de pleurer et puis de simuler l'orgasme. Et je convoque Anna Magnani. Je dis, Maman Romain, on peut représenter les prostituées autrement. Et puis, c'est pas drôle, je peux pleurer. Donc, je lui montre que je peux pleurer, mais que je ne le ferai pas dans la scène. Et là, il hurle, tu veux pas pleurer, tu veux pas jouir, pourquoi tu fais l'actrice? C'est un de mes plus gros fous rires de cinéma, mais à la hauteur de la violence des propos. Ensuite, je me suis retrouvée sur un tournage aussi qui représentait directement la violence masculine, encore une fois, contre une prostituée, parce que pendant tout un temps, voilà, c'est la maman et la putain, et on n'en sort pas. C'est une scène pendant laquelle j'ai été frappé. J'ai pris une droite. C'était très prévisible, puisque l'acteur ainsi que tout le reste de cette équipe qui était masculine s'était alcoolisé dès le petit déjeuner. Au moment où cet acteur m'a mis une droite, le réalisateur a dit « on continue à tourner ». Donc il a fallu que je lui saute dessus en lui expliquant que non, il fallait qu'il s'arrête, qu'on pouvait jouer ça. Et le film entier, en fait, je l'ai revu pour préparer cette audition, est un film d'une violence à mon endroit, mais inouïe. Le début du film, mais personne n'en parle. Après, même les journalistes, personne n'en parle. On voit que tout est vrai. La première scène du film, on me découpe les cheveux au couteau de chasse. Ça a duré 5 heures. Et ensuite des scènes dans lesquelles je devais errer dans un 4e sous-sol, dans des couloirs complètement dans le noir, avec une caméra thermique. Donc on a tourné tellement longtemps qu'au début mon corps apparaît donc en blanc et tout le reste est noir, c'est cette caméra thermique. Et puis ça dure tellement longtemps qu'en fait mon corps devient noir, il n'est plus chaud, ne reste que ma bouche et mon sexe. Mais le fait qu'une équipe entière s'accorde pour continuer à tourner et que la responsabilité ne soit que sur l'actrice, c'est inadmissible. Il faut immédiatement mettre de la glace, il faut s'occuper de la personne, ça s'appelle un accident du travail.
Ensuite, bon, non, mais parce que c'est des vraies atteintes à l'intégrité physique. Et ça, il y en a eu beaucoup. Je parle de celle-ci, mais j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer une association d'actrices qui s'appelle l'ADA. Je suis allée à de nombreuses réunions où des partages de ces témoignages des violences subies ont lieu régulièrement, et c'est sans fin, c'est assez énorme. Mais en ce qui concerne l'intégrité physique, donc j'ai parlé de ce film, de ces douleurs, de ces accidents où on prend vraiment un coup. J'ai aussi été victime, enfin un quai avait été mal arrimé. Je jouais sur un bateau. Et donc, pas arrimé parce qu'il fallait tourner au coucher du soleil. Et en fait, la passerelle est passée sur mon orteil. J'ai eu une fracture ouverte avec l'ongle arraché. J'ai été envoyée par la production, c'était à Capri, envoyée par la production chez un médecin à qui on a demandé de faire une radio floue en me disant qu'il n'y avait rien. Donc on m'a fait un pansement à même la chair pour que je puisse tourner toute la journée du lendemain debout. Il y a des assurances, on peut... Je suis rentrée à Paris, là, quand je parle d'atteinte à l'intégrité physique, on m'a dit qu'il allait sans doute falloir amputer. Bon, je n'ai pas été amputée, et c'est tant mieux, parce que je pense que ça se serait pas arrêté là, la colère. Mais mon agent n'a absolument rien fait. C'est le même film sur lequel j'ai eu ce plan volé. Les producteurs n'ont rien fait. Ce film a été projeté à Cannes. La seule chose que j'ai pu faire toute seule, c'est de les empêcher de monter les marches avec moi à Cannes. C'est tout. J'ai tourné aussi une scène dans un lac gelé qui devait être une scène de noyade. Il n'y avait ni pompiers, aucune norme de sécurité. Un lac tellement froid qu'en me mettant dans l'eau, je me rendais compte que je n'allais même pas pouvoir crier ou parler. Mais encore une fois, je me suis retrouvée seule à dire qu'il allait falloir cadrer et que j'allais tourner ça au bord. Mais il faut avoir envie de vivre, hein, parce qu'il y a plein de possibilités pour ne pas continuer à vivre. Très récemment encore, on a voulu me percher pour faire des économies de transport d'une équipe sur une branche à 5 mètres de hauteur, mais une branche nue. J'ai hurlé est-ce que quelqu'un peut prendre une photo de ce dispositif? On m'a dit mais si tu veux pas le faire, tu ne le fais pas. J'ai dit mais bien sûr que je ne le ferai pas. Vous êtes complètement cinglé. Bon. Oui, il y a beaucoup de choses. Autrement, voilà, des choses, sur le vocabulaire qu'on utilise. Par exemple, sur un film, on m'a demandé de faire des retakes, c'est-à-dire le tournage est déjà fini et puis on se rend compte qu'il manque quelque chose au film. Donc on m'a dit, il manque un petit peu de complicité entre le personnage féminin et le personnage masculin. Il faudrait qu'il y ait une scène de tendresse pour exprimer cette complicité. Je me suis présentée pour aller tourner ça, et le metteur en scène avait expliqué à l'acteur que c'était une scène dans laquelle il devait me toucher les seins. Donc j'ai dit, s'il me touche les seins, je lui touche les testicules. Parlons des choses qui sont, par exemple... alors, si on est consentante, bien sûr que ce n'est pas une agression sexuelle, mais quand on n'est pas prévenu, qu'est-ce que c'est? Et c'est sans cesse. Sur le sexisme aussi, parce que on est très souvent confronté à des récits ou des représentations de personnages féminins avec lesquels, franchement, moi, par exemple, je ne peux pas être d'accord. Mais certaines fois, les scénarios sont retravaillés, déformés, et on se retrouve à devoir refuser certaines situations. J'ai incarné un personnage de femme de pouvoir. Donc on me disait très régulièrement sur le plateau, une jolie femme comme toi, quand t'es élue, tu devrais sourire. Ou au moment d'une décoration, une jolie femme comme toi, le représentant des armées devrait quand même t'embrasser, pour faire comprendre que non,
c'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait à un homme, et qu'une femme de pouvoir à cet endroit du pouvoir, homme ou femme, il fallait le même traitement, mais compliqué. Que par exemple, quand cette femme de pouvoir se faisait gifler, il n'était pas question qu'elle soit soulevée par ses gardes du corps. Il fallait juste neutraliser la personne qui avait giflé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça demande une vigilance permanente. Parce que ce sexisme est très, très, très présent, très ancré. C'est comme s'il y avait des œillères et on passe pour quelqu'un de pénible de relever ces choses-là. Je me suis retrouvée, voilà, à devoir refuser des scènes toujours sur ce personnage de femme de pouvoir. On a décidé qu'il fallait qu'elle ait une relation avec un homme. À partir du moment où elle avait une relation avec un homme, elle se désintéressait de la chose politique. Et oui, bien sûr, elle buvait de l'alcool, fumait des pétards en regardant Game of Thrones à l'Élysée. Bah ouais, mais bon, moi j'ai trouvé ça compliqué. Et bien sûr, toutes les scènes devaient commencer au lit ou se finir au lit. Donc j'ai dit que voilà, que je ne participerais pas à ça. Et comme dans une série américaine, je sais pas, Dallas ou Dynasty, pour la première fois, on m'a fait mourir. Mais voilà, dans non, le scénario, c'est incompréhensible. Oui, parce que c'est une série réaliste. Et voilà. Voilà, en m'ayant dit, mais n'importe quoi, il y a des gens très bien, des femmes qui d'ailleurs sont féministes, qui ne trouvent rien à redire, donc il faut tenir à son cap un petit peu. J'ai été aussi témoin de nombreuses fois, moi et plus que moi, de sexisme, le climat de blagues graveleuses, d'hypersexualisation, d'humiliation, sous couvert d'humour, toujours. Enfin, c'est un peu ce qu'on entend au procès de Mazan, ce qu'on entend, je sais pas, au procès Bedos, que c'est juste un gros lourd, que oui, il est vraiment con. Quand on entend ça pour le procès de Mazan, c'est assez effrayant, quoi. Parce que la connerie ou la débilité permet quand même de savoir quand on fait du mal. La violence, c'est toujours un choix. Donc sur ces contextes de blagues graveleuses, ça peut avoir des conséquences terribles. J'ai vu par exemple une stagiaire qui était tellement heureuse d'avoir trouvé ce stage sur un tournage, quitter le tournage et d'entendre la personne qui était responsable de ces blagues. C'est une personne qui montrait aussi son sexe uniquement aux techniciennes, hein. Il ne l'aurait pas fait avec des personnes qui avaient un petit peu plus de pouvoir. Cet acteur, suite au départ de cette jeune femme, en plus en larmes, dire « elle a vraiment aucun humour ». Bon, très récemment aussi, voilà, toujours ces blagues, cette espèce de fraternité, toujours virile dont sont exclues toutes les femmes, de blagues sur les bites et les couilles, voilà, des vieux ressorts. Il serait temps qu'on le dise, que ça exclut absolument tout le monde. Moi, ça ne me fait pas rire. Mais vraiment, ça me fait pas rire. Ça me fascine pas, ça me fait pas rire. Donc récemment, comme outil, je me suis permise de demander à la personne qui pratiquait cet humour s'il était misogyne. C'est à quoi on m'a répondu « Bah, ça va pas, demande à ma femme ». J'ai dit, ben non, très mauvaise question, et j'ai proposé un petit jeu. Non, mais juste de savoir, quand on fait ces blagues sexistes, de voir si les gens qui rient le public, donc, rit de vous ou avec vous. Généralement, c'est avec. Pour étayer encore un petit peu des scènes d'accouchement
Enfin, moi, je devais aider quelqu'un à accoucher. Un réalisateur de 60 ans est venu expliquer à 4 femmes qui avaient tout accouché ce qu'étaient les contractions. Mais alors, aucun problème. Je voulais parler de l'étape d'après qui est la promotion des films, où on peut se retrouver dans des situations aussi assez délirantes, encore une fois avec voilà, une séance photo où on nous présente que de la lingerie. Ça n'a rien à voir avec le rôle, mais c'est écrit dans le contrat que c'est obligatoire. Donc quand on est une jeune actrice, on pense qu'on ne peut rien refuser. Dans le cadre d'une promotion, pour un film qui s'appelait Merci pour le chocolat, on m'a demandé d'être habillée d'une robe en chocolat dans un salon du chocolat, et les visiteurs du salon allaient pouvoir se servir sur moi jusqu'à me dénuder. Enfin, bon, donc j'ai refusé. Mais c'est des choses, mais on ne sait pas qu'on peut refuser. Enfin... et puis, bon, enfin, plein de choses, mais je veux bien continuer après. Mais je me suis retrouvée aussi sur une sortie de film à l'étranger, toute seule avec un distributeur au Brésil qui m'a harcelée sexuellement. Et bien sûr, je voyageais seule avec lui, donc nos places d'avion étaient côte à côte, nos chambres d'hôtel aussi. C'est un enfer. Et dire bon, et ça va aussi plus loin que ça, parce qu'après la promotion, il y a aussi quelque chose de particulier pour les actrices, c'est que les images, enfin souvent nos visages sont utilisés sur des sites pornographiques, collés sur des corps d'actrices porno. Les images de nos scènes de nu, de représentation de la sexualité dans les films, il y a plusieurs personnes qui font ça, qui ont créé des sites qu'ils monnaient, ou pas d'ailleurs, et donc ces scènes sont sorties de leur contexte. En fait, c'est complètement illégal de faire ça. Ça existe, moi, depuis que j'ai commencé. Ni les agents à l'image, ni les agents artistiques, ni les producteurs, ni les réalisateurs ne s'en inquiètent. On devient des objets voilà, pour la masturbation. Et ça dégrade aussi énormément l'image des actrices. Les actrices font un métier, il faut qu'elles soient respectées. Je veux dire, quand on veut faire disparaître quelque chose du net, on peut. Pourquoi pas ça? Voilà, j'en finis. L'actrice Judith Godrèche est devenue un symbole de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Elle est auditionnée par la commission d'enquête après le témoignage de Serge Toubiana. L'ancien directeur des Cahiers du cinéma avait été interrogé sur ce qu'il savait de la relation entre l'actrice et le réalisateur Benoît Jacquot. Ce que nous appréhendions, c'était et ce sont aujourd'hui encore les œuvres. Quand on a vu La Désenchantée, pour parler de ce film, je vous ai apporté, voilà, on a mis cette photo en couverture. C'est un plan du film. On voit Judith Godrèche, personnage et actrice du film. Voilà ce que j'ai écrit à l'époque. Je vous le lis, c'est très rapide. Je ne veux pas vous lire tout l'éditorial, mais le beau visage qui illustre ce mois-ci la couverture des Cahiers, c'est celui de Judith Godrèche. Voilà une jeune comédienne dont on n'a pas fini d'entendre parler. On se souvient qu'elle jouait Juliette, cette jeune fille de 15 ans dans le film de Doyon. Elle y était l'objet privilégié du regard du metteur en scène acteur, Doyon lui-même, mais un objet toujours fuyant, refusant d'être prisonnière du plan, le mot est ici employé dans les deux sens du terme, établi par le cinéaste. Avec La Désenchantée, Judith Godrèche confirme qu'elle est une comédienne totalement insolite. Son apparition d'adolescente fait penser à celle de Sandrine Bonner il y a 7 ans dans À nos amours. Qu'elle est aussi l'une des plus douées du cinéma actuel. Après, je continue, peu importe. C'est pour vous dire que quand je vois La Désenchantée, moi, critique de cinéma et rédacteur en chef des Cahiers, je vois le film. Je ne sais pas, je ne peux pas connaître, nous ne pouvions pas connaître les relations intimes entre un metteur en scène, son actrice, que ce soit Benoît Jacquot et Judith Godrèche, Jacques Doyon et les femmes de sa vie, il y en a plusieurs, je crois. Voilà, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que
nous ne sommes pas des journalistes people, nous n'étions pas des journalistes people, nous étions des critiques de cinéma. Et la revue Les Cahiers du cinéma, si on peut la caractériser, et elle est encore, à mon avis, caractérisable, c'est une revue de réflexion sur les œuvres. Moi, j'ai une forme un peu de sidération en entendant certains de vos propos. Et du coup, je ne veux pas que ce soit un procès non plus, mais je vais essayer de comprendre, au fond, qu'est-ce qui a changé dans le regard et qu'est-ce qui n'a toujours pas changé. Vous dites, Monsieur Toubiana, que les Cahiers du cinéma ne sont pas une revue People. Et n'était pas une revue People, et que donc, il n'était pas possible de savoir ce qui se passait entre Judith Godrèche et Benoît Jacot. Mais vous mentionnez par ailleurs que le cinéma est un monde d'entre-soi, et j'ai envie de vous poser la question, enfin, dans vos interconnaissances, dans l'entre-soi que vous formiez, est-ce que vous ne saviez vraiment pas les relations entre Benoît Jacot et Judith Godrèche? Est-ce qu'il ne vous arrivait pas de les rencontrer, de les voir? Et si c'est le cas, je ne veux pas faire le procès d'une époque passée, mais quel regard aujourd'hui? Peut-être qu'elle a besoin de l'entendre et que le monde du cinéma a besoin de l'entendre, parce que vous êtes une figure pour le monde du cinéma. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui, maintenant, sur cette relation? Est-ce que vous pouvez savoir dessus? Sur La Désenchantée, j'ouvre le Cahier du cinéma, je suis rédacteur en chef. Je vous ai cité un extrait de l'éditorial, je vais pas m'appesantir. Et il y a voilà, une photo, un titre, Comme un torrent, un texte de Thierry Jousse, qui était rédacteur en chef adjoint, très élogieux sur le film, avec toujours Judith Godrèche en photo, et puis, ce qui ne se faisait jamais au Cahier, entretien avec Judith Godrèche et Benoît Jacot. 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages. 6 pages d'entretien, très long entretien. Et on voit qui, en photo, Judith Godrèche et Benoît Jacot au Cahier du cinéma. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a aimé ce film, j'ai aimé ce film, Thierry Jousse a aimé ce film, on a choisi ce film, on le met en couverture et on le crédite autant au metteur en scène qu'à l'actrice. C'est-à-dire qu'on pense, et peut-être qu'on s'est trompé, mais à l'époque, c'était mon regard, notre regard, qu'elle est partie prenante du film, plus comme une jeune actrice pleine de talent et de vitalité, d'élan, et en même temps, elle est quasiment co-autrice du film. Bon, on ne faisait jamais ça. C'est pour vous dire à quel point on considère, dans notre regard d'époque, ça remonte à... On est en 1990, 34 ans. C'est pour vous dire que la considération pour une actrice, pour une jeune actrice, va au-delà du fait qu'elle a du talent ou qu'on la reconnaît. C'est qu'on lui donne la parole. Et elle s'exprime dans les Cahiers du cinéma, presque à égalité avec son metteur en scène. Je ne peux pas aller plus loin dans la description de la relation, parce que je ne la connais pas. Je ne connais pas la relation intime privée, parce que ça n'entre pas dans mon champ d'investigation. Non, mais attendez. Non. Bien sûr que je savais. J'ai dîné. Ils sont venus dîner chez moi tous les deux. Donc vous saviez alors la nature de leur relation. Ouais, ils sont venus dîner un soir chez moi. Donc... Et je peux vous dire, c'est un témoignage, donc ça fait très longtemps. Dans ma cuisine, je vivais avec une femme merveilleuse qui malheureusement est décédée, Emmanuelle Bernem, qui avait fait la cuisine. Il y avait Emmanuelle Bernem, ma femme, décédée en 2017, moi-même, Benoît Jacot, Judith Godrèche et Serge Danet. Voilà. Un dîner, un privé, si vous voulez. Donc vous saviez la nature de leur relation? Comment? Monsieur Toubiana, vous saviez la nature de leur relation. Donc en fait, la question, c'est comment valoriser le fait qu'une adolescente soit comme ça, dans une relation avec un homme plus âgé qu'elle, qui a tout pouvoir sur elle, La présidente, on est en 90, époque, on n'était sans doute pas bon. Si j'étais née. On ne jugeait pas. On ne jugeait pas les relations privées. Ça ne nous regardait pas. Et maintenant. Ah non, évidemment. Évidemment. Du coup, dites-le. Évidemment que je Monsieur serais Toubiana. beaucoup plus vigilant. Évidemment que je serais beaucoup plus vigilant parce que on a beaucoup plus de conscience de ce qu'est l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect des personnes. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je vais aller me précipiter au commissariat du coin pour dénoncer qui que ce soit qui aurait des pratiques qui ne me sembleraient pas conformes à
à l'équité, au respect des personnes, etc. etc. Non, mais en fait, voilà. la question, c'est que... à l'époque, je vous le dis, madame, on ne jugeait pas. Une version que l'actrice conteste avec force. Judith Godrèche revient dans une audition particulièrement émouvante sur son combat. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je ne m'apprêtais pas à être auditionnée aujourd'hui, je n'ai pas pu suivre les auditions ces derniers jours. Je sortais hier d'un rendez-vous créatif pour parler d'un projet qui me tient à cœur quand je découvre une vingtaine de messages sur mon téléphone. Ils disent tous plus ou moins la même chose. Serge Toubiana, ancien directeur des Cahiers du cinéma, ancien directeur de la Cinémathèque et d'Unifrance, est entendu en ce moment par votre commission et il vient de mentir sous serment, de dire qu'il ne savait rien de ma relation avec Benoît Jacot. Pourtant, Benoît Jacot était l'un de ses meilleurs amis. Je venais donc parfois dîner avec eux chez Serge Toubiana. Il savait. Tout le monde savait, lui mieux que quiconque. Si la critique de cinéma n'a rien à voir avec la vie des cinéastes et des actrices, alors pourquoi les critiques les fréquentent-ils dans la vraie vie? Un effet étrange de dédoublement s'opère en moi depuis un moment, ou plutôt, disons que je suis capable de formuler un désir, ce besoin peut-être, enfin légitime, que les adultes du passé reconnaissent ce dont ils ont été les témoins, passifs et parfois actifs. Je n'en veux à personne, ou presque, en dehors de mes agresseurs, ou dans tous les cas, ma colère laisse place à la possibilité d'un échange, que ce système dont un jour un homme a fait partie, dont il était témoin, puisse, avec cet homme, reconnaître son inaction et sa participation active à l'impunité des abuseurs. Je suis encore cette adolescente qui veut malgré tout être reconnue par Serge Toubiana et tant d'autres. Et oui, je sais que ma frontalité joue contre cet espoir. Dire les choses, incarner le grain de sable a un prix. Il y a presque un an maintenant que j'ai libéré ma parole et dans un élan d'espoir, celui d'une enfant qui continue d'espérer qu'un des adultes du passé lui prenne la main et dise « Viens, je t'aide à t'échapper », j'ai envoyé un message à M. Toubiana en janvier 2024 pour lui dire « Serge, je m'étonne de ton silence, il m'attriste. » L'homme du silence est resté silencieux, mais hier, il vous a parlé. Mais hier, quand il vous a parlé, d'abord, il ne voulait pas reconnaître ce qu'il savait. Il dit qu'il ferait autrement aujourd'hui, mais il dit aussi qu'il ne ferait toujours rien. Pourtant, abuser d'une mineure, ce n'est pas une question de vie privée, ce n'est pas une affaire de morale, c'est un problème légal. Si je vous raconte cela, c'est parce que nous sommes tellement nombreuses, je pense, à espérer que le grand-oncle de la famille dise un jour « Je suis désolée. J'étais là, je me suis tue et j'en suis désolée. » Souvent, ce soutien vient d'une personne anonyme, comme cette lettre que j'ai reçue et qui n'a pas été écrite par Serge Toubiana. Judith, je n'ai pas été abusée. Je t'ai connue sur le tournage d'un été d'orage de Charlotte Brandstrom en septembre 1988. Le tournage a eu lieu en Corrèze avec Murray Head, Marie-Christine Barrault, Eva Darlan, Jean Bouise. J'avais 14 ans, tu en avais 16. Ma chambre était à côté de la tienne à l'hôtel. Je me souviens de tout, de ton regard triste et de ce malaise qui était le tien, de ton chien, un cavalier King Charles qui te suivait partout, des carottes que tu mangeais à la cantine, de ta solitude, des éclats de rire très rares et de la distance avec nous, les enfants du tournage. Parce que plus personne ne te considérait comme une enfant. Pourquoi tu ne viens pas manger avec nous le soir au restaurant? Parce que mon fiancé ne veut pas que je mange avec tout le monde. De cela aussi, je me souviens. Et je me souviens enfin de voir Benoît Jacot te rejoindre les week-ends. J'avais peur de lui. Il était grand, massif, intimidant. Moi, j'avais 14 ans et je croyais que la vraie vie, c'était la tienne. J'étais une enfant très protégée par mes parents. Ils n'étaient pas là, ils travaillaient. Et ils se souviennent aussi très bien de toi,
si jolie, si triste et si seule. Je crois que je savais que tu allais un jour tout dire. J'en ai les larmes aux yeux. Bravo, et compte sur moi si tu as besoin de reconstituer des bouts de mémoire, je te serre dans mes bras, c'est. Il n'y a pas de demi-folle. Pour parler comme un directeur de la Cinémathèque, nous nous battons pour le passé, bien sûr, mais aussi pour le futur. Se lever et se casser, c'est un choix. Une jeune femme qui porte le prénom d'Adèle a décidé de laisser derrière elle un sourire qui ne lui appartenait pas. En revenant en France, souriante encore, avec cette légèreté qu'on me connaît, j'ai découvert qu'Adèle était partie. Et je me disais, qu'ont-ils fait à Adèle ? Depuis 1 an, je découvre les règles de cette nouvelle vie. J'essaie de naviguer tant que je peux sans couler. Je souris moins, je pleure bien souvent et je pense à celle qui est partie en disant « Ne vous justifiez pas de votre inaction ». Nous ne pouvons pas laisser la responsabilité aux jeunes d'aujourd'hui de changer le monde. Dire « Ah, mais ça s'améliore, ça va dans le bon sens ». Alors asseyons-nous et regardons pour justifier notre inaction. Les autres vont le faire. Mais les autres, c'est nous. C'est à nous de faire évoluer cette société, pour nous toutes et tous aussi. Nous avons notre part, notre rôle à jouer. Serge Stoubiana ne peut pas s'abriter derrière l'idiot du vieux monde, sans laver les mains en disant que c'est du passé, puisque sa défection a été une forme de participation active à ce fonctionnement. Ce système écrase les résistantes. Certaines restent, d'autres partent pour reprendre une forme humaine. Elles disent d'une même voix « Regardez l'enfant que j'étais. Elle évoluait autour de vos quiches aux poireaux. Elle marchait entre les rangs de la Cinémathèque. Elle dormait dans le lit de votre meilleure amie. » Adèle Haenel a résisté comme une actrice en pleine cérémonie des Césars. Elle a improvisé. Et son départ a éclairé d'un coup de projecteur tous ceux qui restent assis. Dans cette lumière que vous me donnez aujourd'hui, je peux vous dire que les forces manquent parfois. Vous le savez, la plupart des personnes victimes de VSS ne veulent pas venir vous parler au grand jour. Je ne vous apprends rien. Certaines petites filles pensent ne plus rien avoir à perdre. Elles ont tort. Il y a toujours quelque chose à perdre. Et nous avons aujourd'hui à gagner à ce que la vérité soit dite. Serge Stoubiana avait bien vu que je refusais d'être prisonnière du plan, je le cite, dans les 2 sens du terme. Qu'a-t-il fait pour m'y aider? Que dit-il aujourd'hui? Que disent ses successeurs à la Cinémathèque? Je cite un bout de son édito dans les cahiers du cinéma qu'il vous a lu hier. On se souvient qu'elle jouait Juliette, cette jeune fille de 15 ans, dans la film de Doyon. Elle y était l'objet privilégié du regard du metteur en scène, acteur, Doyon lui-même. Mais un objet toujours fuyant, refusant d'être prisonnière du plan. Le mot est ici, employé, dans les 2 sens du terme, le plan établi par le cinéaste. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse et votre témoignage. En effet, pour réussir à faire craquer quelque chose dans ce système où l'impunité règne encore et où les victimes peinent à prendre la parole parce qu'elles craignent trop pour leur avenir, eh bien, il nous faut mettre les personnes qui parlent face à leurs responsabilités. Et merci d'avoir mis dans un cadre la parole qui a eu lieu hier dans cette commission d'enquête. Je vais laisser monsieur le rapporteur commencer par une question et ensuite j'enchaînerai. Merci Madame la Présidente. Merci Judith Godrèche pour ce moment poignant qui sera sûrement... Excusez. Bon. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Cette commission d'enquête n'est pas tous les jours facile et je m'en excuse. Oui, vous venez par vos mots,
puissant d'écrire ce que nous constatons depuis un moment dans cette commission d'enquête, c'est cette machine à broyer, des jeunes acteurs, des jeunes actrices, et qui visiblement, et je crois que le témoignage de Monsieur Toubiana hier, et c'est ce que nous devrons peut-être approfondir, avait l'air de rien avoir envie de savoir. Et c'est ce qui est peut-être le signe d'une autre époque, certainement, mais le signe de quelque chose que nous ne pouvons plus accepter. Et donc, vous venez de parler, je reprends vos termes d'adolescence volée. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est-à-dire que des adolescences ne soient plus volées. L'adolescence est sans doute le moment le plus précieux de la vie, le moment où on se construit son corps. Son âme et le reste de sa vie. Donc, la question qu'on a envie de vous poser, c'est sur ce témoignage d'hier, qui visiblement vous a terriblement mis en colère, légitimement. Est-ce qu'il est révélateur d'une autre époque, ou est-ce que ce monde, cette omerta, cette machine à broyer continue? Est-ce qu'elle est, malgré, je crois, les efforts, et vous l'avez signalé, Madame la Présidente, les efforts légitimes, pas les efforts pas légitimes, les efforts réels du CNC, d'un certain nombre d'institutions, il y a eu des choses de fait, mais est-ce que malgré tout, tout n'est pas en train de continuer? Et c'est ça que je voulais vous poser comme question, et je m'excuse vraiment pour mon émotion. Il fallait qu'à un moment donné, ça sorte. Ouais, peut-être dire un mot quand même de cette émotion, c'est que cette commission d'enquête, pour les témoignages que nous recevons dans cette commission d'enquête, que ce soit de manière publique ou de manière moins publique à huis clos, que ce soit en dehors de la commission d'enquête, en fait, il faut savoir que ça éprouve et que ça dit quelque chose d'une récurrence et d'une peur. Et moi, je trouve que ce qui nous fait vraiment, qui nous fait atteindre nos limites émotionnelles, c'est aussi la peur que nous ressentons à travers les témoignages fébriles. Et je dois dire que, et pardon, je le pose ici avant que vous ne puissiez répondre, Judith, mais toutes les femmes qui sont venues ici témoigner, les enfants, notamment je pense au cœur, tous tremblaient au moment où il parlait. Tous, toutes tremblaient. Je n'ai pas vu un homme trembler ici de ceux qui tiennent le système. Je vous remercie, je vous donne la parole. Oui, cette audition hier m'a mise en colère, et d'autant plus que dans le fond, une fois que Serge Toubiana a fini, grâce à vos interventions, à dire une partie de la vérité, c'est-à-dire qu'il me connaissait évidemment dans l'intimité, et dans l'intimité chez lui, notamment dans un cadre de couple, on va le dire, de ce couple, comme on dit, que je formais avec Benoît Jacot et celui qu'il formait avec Emmanuel Bernheim. Il fait référence à Serge Danet, un grand critique de cinéma qui écrivait au Cahier du cinéma. Serge Danet, avec qui était présent au Festival de Locarno quand j'avais quand j'avais 15 ans. Je me suis retrouvée au Festival de Locarno avec Melville Poupeau, Chantal Poupeau et Benoît Jacot. Nous étions à une table et Benoît Jacot me servait du vin, que je n'avais jamais bu d'alcool, et j'ai vomi sur tout le monde, notamment sur Serge Danet, lors de cette grande réception de clôture, et je me suis évanouie. J'avais 15 ans, c'était dans un grand festival de cinéma international. Ça n'a posé de problème à personne.
Personne ne m'en a jamais parlé ensuite, sauf Mélie Poupeau. Et cette époque-là, c'était celle de mes 14 ans, de mes 15 ans, de mes 16 ans, de mes 18 ans. Et c'était celle pendant laquelle j'ai passé beaucoup de temps avec Serge Toubiana, Pascal Bonitzer et tous les amis de Benoît Jacot, qui étaient devenus mon seul environnement, le seul environnement dans lequel... Et donc hier, Serge Toubiana a d'abord menti en disant qu'il ne savait rien de cette relation intime entre une adolescente et un adulte, mais il a ensuite menti de nouveau parce que non, quand il disait en 90, c'était pas en 90, en 90 c'est la sortie de ce journal, c'est peut-être pour ça qu'il a dit 90, c'est la date qui lui est restée. Je connais Serge Toubiana depuis que j'ai 14 ans, je l'ai rencontré, c'était une des premières personnes que j'ai rencontrées avec Benoît Jacot, j'étais donc mineure. En créant ce flou artistique, on ne sait plus, on ne sait pas avec qui, comment et où, il cautionne. Et pourtant, personne ne l'agresse, personne ne l'accuse, personne ne tague les murs de sa maison, personne ne lui envoie des lettres de menaces, personne ne lui écrit des emails en disant qu'ils vont enlever sa fille. Mais il ment quand même. Et ce parallèle entre la parole des personnes qui ont été victimes ou qui sont victimes encore aujourd'hui, dans un milieu dans lequel elles veulent continuer de travailler, ces personnes-là qui prennent la parole malgré les risques qui sont réels, c'est-à-dire celui de ne plus jamais travailler ou de ne pas voir ces films, ces projets être financés, de voir des portes non pas se fermer, mais ne plus jamais s'ouvrir. Le parallèle entre le manque de courage de cet homme à qui on demande juste de dire « bah oui, j'étais là, mais bon, je ne savais pas quoi faire et c'est sûr que je me rends bien compte ou je ne me rendais pas compte de la souffrance ou j'étais aveuglée ou c'était... » Mais juste de dire la vérité, quoi. Et cette demande-là, dans le fond, et cette absence de geste-là, nous informe non pas sur le passé, mais sur le présent et sur la raison pour laquelle d'autres, après moi, ne viendront pas parler. La raison pour laquelle des hommes, comme vous l'avez dit si souvent lors de cet entretien, de cette audition, c'est un homme qui représente tant de choses. C'est un homme qui a été à la fois président de la Cinémathèque avant Frédéric Bonneau, à la tête d'Unifrance Film, à la tête des Cahiers du cinéma. C'est une institution à lui tout seul. Cet homme-là vient, là, prête serment et ment. Mais au nom de quoi? Au nom de il faut séparer le critique de l'homme? Au nom de quelqu'un qui dit en tant qu'homme privé, je suis au courant de tout. En tant que critique, je ne suis au courant de rien. Sur les tournages, sur notre lieu de travail, les gens qui font leur métier sont là en tant que personnes privées et en tant que personnes qui travaillent. Et dans le cadre de ce travail-là, eh bien, soit ces personnes à qui il arrive quelque chose n'osent pas parler parce qu'il faut qu'elles s'adressent à quelqu'un dont elles pensent que si elles leur parlent, elles ne travailleront plus, ou alors elles s'adressent à quelqu'un qui elle-même ou lui-même a peur. Donc en effet, quelle que soit la motivation, que ce soit la peur ou le besoin d'écraser la parole de l'autre parce que ça vous remet en question à un endroit de votre vie qui est désagréable, nous en sommes toujours au même stade. Et j'aimerais pouvoir vous dire, j'aimerais pouvoir dire autre chose, mais non, nous en sommes toujours au même stade. Monsieur le rapporteur et après Sarah Legrain. Vous venez de parler d'un point qui nous semble être nodal depuis le début de cette commission d'enquête, c'est la peur. Nous avons senti la peur de victimes. Nous avons effectivement peu senti la peur de certains acteurs très présents dans ce milieu, dans ce secteur. La question aujourd'hui, c'est comment on fait changer de camp la peur. Comment les gens qui, jusqu'à aujourd'hui, travaillaient avec cette manière de faire qui est une manière, moi je le dis, je le constate, violente. Le huis clos que nous avons fait d'actrices célèbres, d'actrices qui ont toute une carrière,
le bilan de leur carrière, c'est une carrière de violence parfois sexistes et sexuelles, mais aussi souvent de violences qui sont des violences qui sont intolérables dans le cadre du travail. Des mises en péril de leur sécurité pour avoir un bon plan, des mises en détresse psychologique, en tension pour avoir la bonne scène. Et comment on fait aujourd'hui, en plus de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été tenté, comment on fait pour que la peur change de camp et que aujourd'hui les jeunes femmes, les jeunes hommes, les comédiens, les comédiennes, les maîtrisiens de chœur, tous ces gens qui aujourd'hui sont sous un joug, puissent témoigner et dire voilà comment ça se passe et cette personne est une personne toxique. Comment on fait ? Je sais que si vous aviez la réponse aussi facilement que ça serait simple, mais essayons ensemble de trouver des solutions. Madame Godrèche. Écoutez, vous le savez comme moi, quand on doit travailler pour gagner sa vie, quand on est intermittent du spectacle, on dépend de ceux qui prennent la décision ou pas de vous employer. Généralement, ces gens-là, on n'a pas envie de se les mettre à dos. Quand on est quelqu'un qui a le statut que j'ai aujourd'hui, ou par exemple, on pourrait imaginer que à cause ou grâce ou à la lumière qui est faite aux projecteurs qui sont braqués sur moi, je me retrouverais aujourd'hui, par exemple, si je voulais monter un film face à des bras grands ouverts, parce que dans le fond, en libérant ma parole et en faisant d'une certaine manière, en amenant mon grain de sable ou ma pierre à l'édifice, on peut imaginer qu'il y a un état d'esprit positif qui ferait que je serais accueillie à bras ouverts, ou en tout cas qu'il n'y ait pas. Et en fait, à différents endroits que je ne citerai pas et dans différentes circonstances, je me rends compte que c'est mort. C'est même pas la peine d'essayer. Alors, il serait bien irresponsable de ma part de conseiller ou de pouvoir dire à qui que ce soit qui serait dans ma position ou dans qui imagine ou pense pouvoir libérer sa parole ou vous dire des choses au grand jour comme je l'ai fait, ou de lui dire vas-y, tu n'as rien à craindre. Ce serait particulièrement égoïste en fait de ma part, parce que dans le fond, moi, évidemment que j'aimerais bien que tout le monde parle, parce que non seulement si tout le monde parlait, il y a des gens qui ont déjà été accusés d'agression sexuelle, mais qui restent pour l'instant, qui ne sont pas mis en examen et qui le seraient. Si d'autres personnes parlaient, que je connais, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment que mon instinct serait de dire à toutes celles et ceux qui n'ont pas parlé, il faut y aller, il faut parler, avec peut-être parfois même cette violence que j'ai, ou ce manque de tact, ou de ce manque de regard sur l'autre, ou de délicatesse, ou de compassion vis-à-vis de quelqu'un qui ne peut pas libérer sa parole ou qui a peur. C'est pas parce que j'ai parlé que ça va être facile pour quelqu'un d'autre, ou que son temps à elle ou à lui est le même que le mien. Dieu sait que ça m'a pris du temps, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et maintenant, voilà, mais je me retrouve à évoluer dans ce lieu de travail et dans ce milieu, en espérant pouvoir continuer d'y vivre. Et c'est là et à cet endroit peut-être que je me pose la question de savoir, ou plutôt que je comprends tout simplement pourquoi Adèle est partie. Et va revenir, Adèle. Petit message, j'espère. Moi, j'ai une question très, très basique, j'ai envie de dire. C'est que Monsieur Toubiana, vous nous l'avez dit, était président de la Cinémathèque.
et lui a succédé Frédéric Bonneau, dont on a parlé ici dans cette commission en raison du dernier Tango à Paris, présenté comme un film hommage à la carrière de Marlon Brando, qui est le théâtre d'une scène en direct d'agression sexuelle montrée à l'écran et en fait l'arrêt de la carrière de Maria Schneider sous nos yeux, quoi, d'une certaine manière. Et quel est le lien entre Monsieur Toubiana et Monsieur Bonneau? C'est-à-dire comment on se succède à la Cinémathèque? Comment ça se passe très concrètement? Je crois que Monsieur Bonneau il y a peut-être eu un moment où ils étaient ensemble à la Cinémathèque. En tout cas, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais il a succédé à Monsieur Toubiana. Et je crois qu'il y a eu un moment de voilà. Alors, un jour, je présentais, il n'y a pas longtemps, un court-métrage qui s'appelle Moi aussi, sur un court-métrage sur les VSS qui était présenté donc au Festival de Cannes et qui ensuite a fait une petite tournée en France, couplée avec des films de réalisatrices. Hein, et je présentais ce film. Et quelqu'un est venu me voir et me dit « Ah, vous savez, je crois qu'on a un ennemi commun. » Je dis « Ah bon, un ennemi commun ?» Il me dit « Oui, Frédéric Bonneau vous aime pas trop, non ?» Je dis « Ah bon, d'accord. Oui, vous n'avez pas vu sur Facebook, la Cinémathèque française a fait un post pour rendre... comment dire, récapituler, rendre hommage, ou en tout cas acter l'hommage qu'ils ont rendu plutôt à Sophie Fillière qui était ma grande amie, qui est décédée. Donc Serge Toubiana vous en a parlé hier, une réalisatrice que j'avais rencontrée quand elle était encore étudiante à la FEMIS et qu'elle vivait avec Pascal Bonitzer, qui était donc un des meilleurs amis de Benoît Jacot. Et donc je passais beaucoup de temps avec Sophie Fillière parce qu'elle était dans une tranche d'âge qui était plus proche de la mienne. Et j'allais souvent chez eux. Et donc, j'ai joué dans un film qu'elle a écrit en pensant à moi, qui s'appelle Grande Petite. Et j'ai été présentée donc, ce film à la Cinémathèque. Je m'étais assurée que Monsieur Bonneau ne serait pas là. En effet, je n'ai pas envie de croiser ce monsieur dont je connais la promiscuité et la grande amitié avec Benoît Jacot. Et par ailleurs, j'étais très gênée d'un entretien entre lui et Benoît Jacot et... Vincent Lindon, pour présenter un film qui s'appelle Le 7e ciel, qui était donc présenté à la Cinémathèque. Lors de cet entretien, Monsieur Bonneau fait référence à une anecdote que lui a racontée Benoît Jacot. Une anecdote qui dit « Ah, tu te souviens de cette histoire que tu m'as racontée? T'étais à un dîner et ton ami psychanalyste s'est mis pour s'amuser à dire qu'il allait hypnotiser ton amoureuse de l'époque et la faire jouir. » Je sais, pour le savoir, pour l'avoir rencontré avec lui, évidemment, et comme vous le savez, j'imagine, puis à cause de ce documentaire réalisé par Gérard Miller, que cet homme dont Benoît Jacot s'est inspiré pour écrire ce film qui s'appelle Le 7e ciel, dans lequel François Berléand met ses mains sous la jupe de Sandrine Kiberlin lors d'une séance d'hypnose, que cet homme dont il s'est inspiré, c'est Gérard Miller. Il est très malaisant pour moi de me dire qu'un jour, sur cette scène de cet endroit, la Cinémathèque, il y a eu un dialogue entre deux hommes goguenards pour parler d'une source d'inspiration qui serait un dîner pendant lequel un psychanalyste s'est amusé à hypnotiser une femme pour lui faire des choses sans son consentement. Quand ma parole s'est libérée, alors oui, je me suis retrouvée dans un état un peu, comme une sorte d'avalanche, de raz-de-marée, de haut, de bas, d'émotions, et forcément de colère, et puis surtout avec un désir peut-être enfantin, ou en tout cas la colère d'un enfant, c'est sûr, de vouloir exposer les choses, mais presque avec un entêtement un peu, je sais pas, oui, un peu comme ça. Et j'ai exposé cet entretien, je l'ai posté sur Instagram, qui est un peu mon médium et ma manière de communiquer ou de faire du journalisme, j'en sais rien.
Et bon, bref, tout ça pour dire qu'un jour, quelqu'un m'approche récemment et me dit « Vous avez un ennemi ?» La personne de Frédéric Bonneau, regardez ce post sur Facebook de cet hommage qui a été rendu à Sophie Filière. Et donc, il y avait des photos de toutes les personnes qui sont venues rendre hommage à Sophie, en l'occurrence Sandrine Kiberlin, etc. Enfin, plein d'acteurs avec des noms plus ou moins compliqués à écrire. Et puis, c'était un post qui datait de plusieurs jours déjà, et les gens avaient déjà mis des remarques en dessous parce qu'ils avaient mis donc Judith Dog Resch. Alors, c'est sûr que mon nom, qui est un nom fabriqué par mes grands-parents, francisé, puisqu'ils essayaient d'échapper aux nazis pendant la guerre et avaient changé leur nom de Goldreich à Godreich parce qu'ils pensaient que ça faisait français. Donc, je peux croire que c'est un nom un peu étrange, mais de là à l'écrire Dog Resch, je sais pas, c'est pas forcément une faute de frappe. Et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait des remarques de gens qui disaient « Vous pourriez rectifier », mais c'était pas fait. J'ai donc écrit à une personne à la Cinémathèque en disant « Ayez-vous la gentillesse, j'imagine que ce n'est pas un acte manqué, de rectifier, d'écrire mon nom comme il s'écrit ». Et c'est là qu'une fois de plus, je me suis dit, dans le fond, plutôt que de se poser des questions, de se dire, tiens, il est vrai que à une époque, on rigolait en parlant d'un film inspiré par Gérard Miller. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut en parler différemment. Peut-être qu'on peut discuter, parler, ouvrir un débat. Mais la réponse à cet espoir ou à cette penser qu'il est possible de parler et d'évoluer ensemble, quel que soit ce qui nous sépare, quel que soit ce qui nous a séparés, quelles que soient nos alliances, celles du passé ou du présent, eh ben, c'est un espoir illusoire, parce que chacun reste dans ses marques, ne fera pas un pas. Il n'y a pas une personne de mon passé qui ait un statut établi, une place dans la société du cinéma établie, donc entre guillemets du pouvoir. Il n'y a pas une personne de pouvoir qui m'a écrit depuis que j'ai parlé. Pas une. Les seules personnes qui se sont de ce passé, qui m'ont tendu la main, sont des personnes qui ont un jour été assistantes d'une agent qui dit qu'elle ne me représentait pas à l'époque, ou des personnes, en fait, dans le fond, qui sont, comme on dit, anonymes, ou en tout cas qui n'ont pas de pouvoir, ou qui n'ont rien à perdre, plus rien à perdre, qui ne sont plus dans ce milieu. Mais ce silence-là dit beaucoup. Il dit aussi, peut-être, j'ai peur, il dit, j'ai pas envie de perdre ma place, il dit, moi aussi, je dois slalomer entre dans ce slalom géant pour essayer de ne pas me prendre un poteau et moi aussi d'être recalée à l'arrière du cortège. Donc j'entends le silence, je le comprends même. Mais il est un temps, il arrive un moment où je comprends aussi qu'on ne sache plus quoi faire, qu'on trépigne et qu'on dise mais non, 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 mais pas là, pas maintenant, pas à la commission d'enquête, pas la main levée, pas après avoir dit je jure. Et c'est là que, oui, en effet, la colère des demi-folles s'exprime. Peut-être ce silence est-il aussi un refus du changement de ce monde, qui sait. Madame Legrain. Oui, peut-être quand même commencer par un mot pour vous remercier, Judith, d'être venue, d'être venue d'ailleurs à la place de M. Bonneau, si j'ai bien suivi les différentes convocations, parce que je crois qu'il s'est fait porter pâle, apparemment. On lui souhaite un bon rétablissement, parce qu'on a envie de pouvoir l'entendre sur ses choix à la tête de la Cinémathèque. C'est important que vous soyez venu aujourd'hui, parce que parfois dans cette commission d'enquête, on a l'impression un peu d'un dialogue de sourds, parce qu'en fait, on a des auditions de personnes victimes, comme le disait Madame la Présidente, qui tremblent, qui livrent des témoignages durs. On est tous bouleversés, je pense. Chacun son tour. Mais on a ces témoignages, et puis après, on rencontre... Merci, c'est gentil. Non, mais en fait, c'est pour les gens qui suivent. Il y a un paquet de mouchoirs qui circulent. Non, mais cette commission est très éprouvante. Enfin, je pense qu'il faut qu'on l'entende aussi. En fait, on entend tout ça. Merci beaucoup. On n'est pas
Merci. Et c'est pas le lieu d'un tribunal, c'est pas le lieu d'une confrontation. Mais on entend, et après on essaie d'entendre des personnes qui ont le pouvoir, ou qui ont eu un jour le pouvoir, d'entendre ce qu'ils nous disent. Et effectivement, il y a un décalage très très fort. Et en fait, le fait que vous reveniez, ça permet aussi d'appuyer ce qu'on a essayé de faire hier soir, c'est de dire, mais en fait, Monsieur Toubiana, il y a le passé, mais il y a ce qu'on attend encore aujourd'hui que vous puissiez dire. Et c'est là-dessus que j'ai envie de vous interroger. J'ai essayé de dire à un moment, en fait, pour le monde du cinéma, pour tout un tas de personnes cinéphiles, mais aussi surtout pour les victimes, en fait, votre parole, c'est pas la parole pour nous expliquer à l'époque, c'est maintenant. Maintenant que vous voyez ça, maintenant que vous êtes dessillés, qu'est-ce que vous faites ? Lui, en l'occurrence, il signe des tribunes en soutien à Gérard Depardieu. Donc, je retiens et Polanski. Et je retiens ce que vous avez dit sur si les artistes et les auteurs, les artistes et les hommes sont inséparés, pourquoi les critiques passent-ils du temps avec les hommes, et pourquoi est-ce qu'ils les voient en dehors, et bien aussi, pourquoi est-ce qu'ils signent des tribunes ? Sans doute pour soutenir des hommes et pour soutenir des amis, en fait. Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, puisqu'on a l'impression que c'est très difficile à défaire tout ce système, si vous étiez à la tête aujourd'hui de la Cinémathèque, cette institution incroyable qu'est la Cinémathèque, qu'est-ce qu'on voudrait en fait qu'est-ce qu'on voudrait comme initiative qui permette de prendre à bras-le-corps la question et aussi de parler du lien entre les œuvres et les violences auxquelles elles peuvent être liées, de parler de comment est-ce qu'on libère aussi le cinéma de la culture du viol. Voilà, cette question un peu spécifique, mais pour dire, en fait, là, on a rencontré ceux qui représentent le cinéma, et ça fait peur pour l'avenir du cinéma. On se dit, mais il faut on a besoin aussi que le cinéma se libère de la culture du viol, à la fois pour toutes les victimes, mais aussi pour la suite de cet art. Et vous êtes aussi une artiste, et qu'est-ce que vous préconiseriez ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui, sans doute comme M. Bonneau, nous diront mais enfin, c'est la liberté de programmation, ce sont des grands chefs-d'œuvre, oui, on peut les projeter, et où est le problème ? Les monstres sacrés. Je vous propose que monsieur... est-ce que c'est possible de prendre une... vous voulez Je préfère répondre, ça vous en dit pas, j'ai un cerveau un peu... Lorsque quelqu'un m'a écrit pour me dire que le dernier tango à Paris était programmé à la Cinémathèque en invoquant, ou en tout cas mon aide, ou enfin je sais pas, tout simplement en me disant est-ce que vous étiez au courant, mon point de vue sur Monsieur Frédéric Bonneau, c'est que c'est de la provocation. À cet endroit-là de la ligne de son discours en règle générale, à lui et à son programmateur, Monsieur Roger, pour moi, il est clair que c'est de la provocation. Puisque à chaque endroit de l'histoire du cinéma, ou quand des personnes ont été mises en cause, et ils se sont toujours positionnés du côté de l'auteur, en l'occurrence accusé de violences sexuelles et sexistes, toujours. Quand je pensais beaucoup à vous, Monsieur Balanant, parce que je sais que vous avez beaucoup et souvent parlé du droit du travail, et notamment avec, il me semble, le groupe Respect, et c'est quelque chose qui revient souvent, et j'ai presque appris à penser au droit du travail comme un truc qui existe dans ce milieu-là. Et là, c'est là que ma pensée est allée. Je me suis dit, mais alors, bon, on imagine, on est à l'époque de ce tournage, il y a une actrice de 19 ans, donc mineure à l'époque, qui arrive le matin, et on lui n'a pas dit, on a décidé sans elle, avant qu'elle arrive, 2 hommes assis par terre sur la moquette en train de manger du pain beurré, en regardant des baguettes et du beurre, se disent, tiens, en fait, il n'y a pas que les tartines qu'on pourrait tartiner. Et ils décident il invente une scène sans parler à cette jeune actrice qui arrive et qui donc vit en direct. Cette mise en scène devient une mise en scène de sa vie, avec son corps qui n'est plus celui du corps d'une actrice. Elle n'est pas en train de faire
son travail, c'est là ce que j'essaie de dire. Et je pensais à vous, parce que je me disais, mais qu'aurait dit Erwan Balanant à l'époque si on lui avait dit... Si on lui avait dit, il y a aujourd'hui dans un appartement de tel arrondissement, sur un lieu de tournage avec une grande star du cinéma américain et un grand réalisateur italien, une jeune femme qui, comme le dit ce réalisateur, vient d'être découverte, voulait vraiment, vraiment faire du cinéma. Il sous-entend même qu'elle n'était pas très intelligente, qu'elle n'avait pas lu beaucoup de livres, mais qu'elle avait une intelligence instinctive. Tiens. Et donc cette jeune femme se retrouve dans une situation, donc sur son lieu de travail, doit faire un travail qui ne fait pas partie de son travail. Donc pour moi, ça s'appelle, ça n'est plus un travail, c'est illégal. Cette scène n'est pas dans le scénario, elle n'existe nulle part, elle n'a pas le choix. Et pourtant, quand un débat est lancé ou que des personnes prennent la parole pour dire comment pouvez-vous projeter ce film hors contextualisation, sans rien dire, contrairement à New York en ce moment, au Forum, il y a également un hommage rendu à Marlon Brando. Ce film est également projeté avec une page entière de contextualisation, d'extraits de l'entretien de Bernardo Bertolucci, d'extraits de ce que dit Maria Schneider. En plus de ça, ils vous disent qu'il faut que vous fassiez vos recherches, enfin vraiment. Et donc, Frédéric Bonneau décide de ne rien faire de tout ça. Et les mots qu'il utilise pour parler de viol et d'agression sexuelle, c'est sulfureux. Pour lui, le viol, c'est sulfureux. Bon, dans le programme. Moi, ce que je me dis à ce moment-là, ne parlons même pas de l'endroit d'où nous venons, d'où nous parlons, qui je suis, moi, Judith Godrèche, la demi-folle, qui nous sommes, qui est la journaliste qui a écrit un livre qui s'appelle Désirer la violence, qui est Vanessa Schneider, elle est la cousine de Maria Schneider. Toutes ces femmes qui prennent la parole, en fait, nous ne devrions même pas avoir besoin de prendre la parole. Il y a une scène illégale qui fait partie d'un film. La personne, à l'époque, mineure, n'a pas eu le courage, même pensé à porter plainte. Ses ayants droit, et je ne sais pas qui ils sont ou si elle en a, n'ont pas porté plainte non plus. Il est probablement trop tard et c'est prescrit. Mais elle l'a dit, tout le monde l'a dit, le réalisateur l'a dit, l'acteur principal l'a dit, s'est fâché avec Bertolucci ensuite pendant 10 ans, cette scène est illégale. Eh bien, on la retire du film et on projette le film. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la question ne se pose même pas? Il y a un moment filmé où une personne, contre son gré, vit des choses qu'elle ne veut pas vivre. Notamment, on lui met du beurre entre les fesses. C'est illégal, ça n'est pas partie du tournage, c'est pas dans le contrat, on l'enlève du film. Mais c'est drôle, pourquoi rentrer dans un débat dans le fond? Pour moi, je pense au droit du travail, c'est illégal. On est au-delà du droit du travail. Oui, bien sûr. On est au niveau du pénal et c'est pas une agression sexuelle, c'est un viol. Voilà. Donc c'est un crime. Voilà. Ensuite, pour continuer sur ce sujet, il y a un diffuseur qui a récemment appelé mon agent spontanément pour demander si je souhaitais que la fille de 15 ans de Jacques Doyon soit retirée, ne soit plus accessible à cause des scènes durant lesquelles Jacques Doyon, qui donc joue le rôle principal, enfin a viré l'acteur principal pour prendre le rôle et donc se retrouve acteur principal de ce film, étant donné qu'à l'écran, des scènes dans lesquelles donc je suis torse nu, durant lesquelles il me plotte, il me roule des pelles. Donc un diffuseur a appelé mon agent en disant « Est-ce que vous, Judith Godrèche, je voudrais qu'on retire... Et ma réponse fut non.
contrairement à Maria Schneider, qui, dans cette interview d'elle dans Cinéma, quand on lui demande si on peut passer un extrait du dernier tango à Paris pour, appuyer son propos, qui était qu'elle venait de dire que c'est un métier qui détruit, un métier extrêmement violent et qu'elle ne le conseillerait à aucune jeune personne. Pour moi, il est important que les gens voient Jacques Doyon en train de mettre ses mains sur la poitrine d'une fille de 15 ans. Il est important de voir Jacques Doyon décider, en tant que réalisateur, acteur, qui va devoir me rouler des pelles. Il est important que ça soit vu. Moi, j'ai pas envie de le voir, mais c'est ma seule preuve. J'en ai d'autres, mais je suis prescrite. Donc je ne pourrai jamais les comment dire? Voilà. Mais par contre, je trouve qu'il est impossible de regarder ce film sans comprendre. Et donc, contrairement, alors justement, à Maria Schneider, moi je dirais oui, regardez ce film. Voilà, comme ça vous saurez. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on est quand même dans un système patriarcal avec des mecs qui se serrent les coudes et que malgré tout, les gens aussi à qui on va demander des sous pour faire nos films, c'est des mecs. Et qu'à un moment donné, pour survivre, pour continuer d'exister, de vivre et de s'exprimer, parce que l'expression artistique, c'est aussi la survie. Et grâce à ce qu'on arrive à exprimer, justement, vous parlez d'émotion, de sensibilité, si on nous prive de ça, il y a un moment donné où en fait on se pose tout simplement la question, est-ce que je préfère avaler des couleuvres? Est-ce que je préfère toquer à la porte de quelqu'un qui soutient mes agresseurs pour lui demander du travail ou de me soutenir pour mon film ou de m'engager? Ou est-ce que je ne préfère ne plus m'exprimer, ne plus gagner ma vie, ne plus incarner de personnages à l'écran, ne plus... Parce que il est vrai également que c'est notre travail. C'est la fin de La séance est ouverte. À très bientôt sur LCP.